À la demande générale, voici mon rapport. Soyez prévenus, tout ceci est un rapport scientifique très rigoureux d'études de comportement au sein du projet France-Chien. Aussi, je m'imposerai une froideur professionnelle nécessaire à l'égard des créatures dont il va être question aujourd'hui. Je ne tolérerai de votre part comme de la mienne aucun attachement émotionnel. J'espère que c'est clair. En lançant Tomodachi Life, j'ai très vite compris que son intro allait être exactement le déroulé de la version de Bienvenue qu'on avait eue quelques semaines auparavant. Là où j'avais trouvé l'aspect dirigiste obligatoire pardonnable, voire nécessaire quand il s'agissait d'une démo, sur cette version complète j'ai trouvé ça beaucoup trop contraignant. Surtout que des résidus de ce tuto forcé s'étalent bien après la petite heure de contenu de la démo. De manière générale, j'ai toujours un peu de mal avec les tutos écrits. En termes de game design, je trouve que c'est pas très élégant. Il y a des moyens beaucoup plus naturels et agréables pour un joueur de découvrir les choses plutôt qu'ils soient directement écrits. Dans le cas ici, les tutos ils sont imposés à tous les joueurs indépendamment de leurs compétences. On aurait pu demander aux gens s'ils avaient envie d'avoir ces tutos plutôt que de les forcer, et dans le cas de quelqu'un qui a déjà joué à la démo par exemple, ça peut être extrêmement redondant. Pour ma part, ça aura au moins le mérite de me démotiver à lancer 1000 parties en même temps et de me concentrer uniquement sur cette première. J'ai ajouté mes 3 premiers mis qui sont tous issus d'aventures précédentes que j'ai eues il y a quelques années. Et ces 3-là vont être un petit peu les fils conducteurs de toute cette aventure. La première que j'ai ajoutée, c'est Nour. Nour, c'est un mi que j'avais créé à l'époque pour porter le costume de Tails dans Super Smash Bros. À ce titre, c'est donc une parodie de Tails et de l'image que j'en ai, en cliché de nerd, donc précisément de cet emoji, mêlé à l'innocence et la mignonnerie de Tails. Donc on a des grosses dents, des grosses lunettes, des yeux mini. En termes de personnalité, vous pouvez donc imaginer celle de Tails évidemment, mais vous pouvez mettre aussi un petit peu de celle de Pomni d'Amazing Digital Circus, de Armin de l'Attaque des Titans, Izuku de My Hero Academia, ça marche bien. Le deuxième, c'est Mauricio, un type excentrique, charismatique, showman, chanteur, qui cache derrière tout ça un amour des autres et une humanité à toute épreuve. Il y a beaucoup de pression sur lui et sur ses épaules parce que j'attends de lui qu'il soit le ciment de cette nouvelle communauté. En termes de personnages références, vous pouvez imaginer Mr. Peanut Butter de BoJack Horseman, Mirio de My Hero Academia ou Hatsune Miku. Voilà, prenez un petit moment pour imaginer tous ces persos en même temps dans votre tête. C'est quand même un perso exceptionnel, on est d'accord. Mauricio. Et la troisième, la reine du monde, Gigi Dragon. C'est un mi qui m'a accompagné durant de moult aventures en tant qu'enfant et qui a désormais un design adulte accompli. Pleine d'enthousiasme, de passion, d'obsession. Elle est imprévisible, mais pour sa personnalité, vous pouvez imaginer un Luffy de One Piece, Daisy, Cyrano de Toho Project. Le genre de personnage où c'est impossible de savoir s'ils sont très intelligents ou très stupides, vous voyez. Bah voilà, mesdames et mesdames, Gigi Dragon. Avec la démo et sa limitation au niveau des vêtements, ça a été la première occasion pour moi de m'essayer librement à tout le système vestimentaire du jeu. Le fonctionnement, je le trouve pas idéal. Il y aura l'occasion de réfléchir à tout ça dans des prochaines vidéos, mais à chaud, je trouve que c'est pas le truc le plus pratique pour expérimenter autour de la tenue des mi. Mon premier essai, ça a été d'essayer de relooker Gigi Dragon. Il y a une petite technicité parce que mon esprit de chara-designeuse me pousse à créer une tenue esthétiquement agréable, alors que Gigi est pas du tout le genre de personnage à bien s'habiller. Et je suis très contente du résultat. Elle est à la fois un peu sale et très jolie. C'est super. J'accepterai rien de moins que la perfection pour ma plus précieuse fille. Tenez ma reine, voici mon premier trésor, un Virtual Boy, console discrète de Nintendo, oscillant entre génie avant-gardiste et stupidité de conception, comme vous, et qui possède un écran n'affichant que les couleurs de Shadow le hérisson, votre personnage favori. C'est tout ce que vous méritez, ma reine. Pas d'attachement émotionnel envers les sujets, hein. Qu'est-ce que vous faites là? Tu sais, plus je te regarde, et plus je me dis que tu as un petit air de Shadow le hérisson. Mais merci du compliment. J'aimerais beaucoup qu'on devienne amis. Alors il se trouve que je joue tous les week-ends aux fléchettes avec Francis Cabrel. Oh, la chance! Je ferai bien une partie avec vous. Est-ce que ça veut dire qu'on peut devenir amis? Oh que oui! Voilà des interactions rondement menées, de belles amitiés en perspective si vous voulez mon avis. Sur ce, mes bases sont posées, je vais pouvoir me risquer à l'expérimentation design. Je vais tenter une première introduction d'amis inédits qui ne repose sur aucun modèle comportemental préexistant. Voici donc Lézard Faiza. J'ai voulu m'exercer aux nouvelles possibilités de l'éditeur en tentant de faire un mi qui ne pourrait pas exister en dehors, en utilisant majoritairement des éléments inédits. Et donc j'ai composé un mi autour de cette magnifique coupe et de ce nouveau-né très intriguant. J'ai trouvé un petit trick un peu sympa où on peut se servir d'un menton pour simuler un peu plus le museau de reptile. Je suis très contente de ce design, je trouve que c'est un personnage qui fonctionne très bien et elle a une nature que je trouve super intéressante. Je m'explique. Instinctivement, cet aspect lézardesque et cette taille, ça m'inspire Godzilla, qui est une de mes créatures légendaires préférées. Je pense très souvent à Godzilla. Et avec elle, un autre de mes personnages préférés, Suzy de Deltarune, pour ceux qui connaissent. Mais pourtant, de ces deux inspirations instinctives, on remarque que c'est deux créatures violentes, agressives, et je crois que c'est assez évident quand on regarde Lézard Faiza, elle a pas du tout l'air agressive, elle a même carrément l'air adorable. Et c'est là où l'expérimentation va être intéressante. Plutôt que de se reposer sur une personnalité préexistante, je vais essayer de construire en direct sa personnalité en fonction de ses goûts et ses actions. On va véritablement découvrir qui elle est, ce qu'elle aime, extrapoler autour de chaque détail pour écrire un nouveau personnage. Bon, d'ici là, sans la connaître, faut que je lui trouve des vêtements qui lui plaisent. Donc pas ça. Ça non plus. Je n'aime pas trop ces vêtements.
Tu pourrais me donner quelque chose qui reflèterait ma personnalité. Je ne sais pas quelle est ta personnalité, Faiza. Tu es déjà belle comme un cœur, j'arriverai pas à trouver mieux. On verra plus tard. Je suis rassuré qu'elle s'intègre bien dans le trio de légendes qui existe déjà. On a un premier point, elle essaye de convaincre Mauricio que la gargoulette c'est super. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça en termes d'informations sur elle? On découvre qu'elle est du Midi, qu'elle aime l'eau. Bon voilà, ça en fait un personnage déjà accompli, je pense. Je vais introduire mon 5e sujet qui s'appelle Bien Garni. Je traîne ce personnage dans ma besace depuis un petit moment et j'ai eu l'occasion de l'utiliser qu'une seule fois, donc je suis ravi de le ressortir pour cette expérience. C'est un homme à la cinquantaine, gentil, mignon, qui vagabonde entre les opportunités de la vie. Pensez Hiro de la série Avatar, ou Todd Chavez de BoJack Horseman. J'ai du coup l'occasion de modifier un peu son design en donnant ma nouvelle moustache préférée. Au départ, j'étais déçu de voir qu'avec la barbe noire, on voit pas du tout cette nouvelle moustache, mais le plot twist c'est que le shader de la barbe, c'est pas le même que celui de la moustache, et du coup ça devient une moustache noire sur une barbe grisâtre. Et je sais pas vous, mais je trouve que ça le rend moins gentil. J'ai l'impression que cette grosse barbe touffue et uniforme, ça donne un côté nounours qui ne laisse qu'à regarder ses mignons petits yeux sur son visage, alors que quand on voit la moustache, ça rajoute une complexité qui détourne le regard de ses yeux mignons, et qui donc focus sur la bouche couverte par une sombre moustache tombante. C'est rigolo de découvrir cette subtilité de chara-design, je trouve. Et de la même manière, le premier vêtement que j'ai donné, c'était une salopette que je trouvais trop mignonne, mais en fait le rouge-noir, là, ça le rend vachement agressif, et je crois que j'ai trouvé un bon compromis pour garder l'aspect adorable du chara-design. Donc voilà, Bien Garni rencontre les autres membres de la communauté. Il s'entend super bien avec Mauricio notamment, qui va essayer de le faire rencontrer Nour, sa meilleure amie. J'en avais déjà parlé précédemment, mais je suis absolument amoureuse de cette mécanique de création de lien amical. Le fait de réfléchir à un lien entre tes demi, un point de convergence, essayer de tordre leur centre d'intérêt pour qu'ils puissent correspondre malgré leurs différences, c'est hyper fun et stimulant. Ici par exemple, on a d'un côté une geek du web, très probablement versée dans la lecture de fanfic romantique Wattpad AO3, et de l'autre, un vieil homme sensible, artiste au cœur d'artichaut. La convergence que j'ai trouvée, c'est les fanfics slow burn. Vous voyez comment chacun des deux, il a une tête à rougir devant une romance où s'effleurer la main est déjà trop érotique? Bien Garni serait un pro dans l'art d'écrire des fanfics slow burn. Vraiment. En tout cas, merci Mauricio d'avoir permis cette rencontre. Quel monstre de charisme. J'adore que Bien Garni appelle Nour et Mauricio la jeunesse. C'est hyper mimi, mais ça met aussi en avant le fait que c'est vraiment le seul vieux de l'île. Ça va vite coincer relationnellement, j'espère qu'il trouvera quelqu'un d'un âge aussi vieux que le sien. Et qu'en plus d'en écrire, j'espère que Bien Garni aura l'occasion de vivre sa propre fanfic slow burn. Autour de ça, j'ai pu toucher pour la première fois aux autres fonctionnalités de personnalisation. Je rappelle mon profil, mais moi j'en suis vraiment pas la cible. Ce qui m'intéresse dans Tomodachi Life, c'est les simili-humains. Et de fait, je n'attendais rien de ces nouvelles fonctionnalités de personnalisation. Je savais qu'au-delà des tutos, j'allais sûrement pas y toucher. J'ai été assez surprise de voir la place qu'occupe la terraformation de l'île. Surprise que cette terraformation soit si peu coûteuse dans un jeu qui, j'en reparlerai plus tard, est très cher normalement. Transformer les contours de l'île, c'est gratuit, tout est débloqué d'un coup quasiment, et c'est très ouvert et permissif dès le début. Ce que je comprends par là, c'est que le jeu attend que tu adaptes très régulièrement ton île aux nouveautés sans te prendre la tête sur la forme. L'île, elle est censée bouger régulièrement. Ça crée une mécanique rigolote où placer un objet est beaucoup plus cher que de bouger les fondations entières de l'île. Et c'est une proposition intéressante, je trouve, pour ce genre de jeu. Néanmoins, j'ai pu aussi retrouver mes réticences personnelles que j'avais déjà eues sur Animal Crossing New Horizons, où je ne m'accorde pas avec le fait que le jeu me pousse à tout bétonner et tout urbaniser. Ce Tomodachi Life a quand même une esthétique très particulière et très précise. L'île, elle est ni vraiment urbaine, ni campagnarde, elle est très cohérente en elle-même, j'aime beaucoup ce qu'ils ont réussi à faire, mais c'est vrai que ça permet pas trop de changer la vibe de l'île. Imaginons que vous voulez faire une ville à l'esthétique horrifique médiévale, bah la tour et le magasin d'intérieur, ils dénoteront très vite. Encore une fois, même si on peut déplacer les contours de l'île à volonté, la personnalisation esthétique réelle, elle est pas très ouverte en réalité. En tout cas, évidemment, sans faire appel aux fameux items customisables. Ces items customisables, j'en parlerai sûrement pas beaucoup, parce que ça m'intéresse pas trop, et surtout que c'est pas un point de gameplay que je trouve particulièrement réussi. Les développeurs, ils ont décidé de baser tout ce nouveau jeu et ce nouveau Tomodachi Life sur le contenu généré par utilisateur. Et je suis loin de penser que c'est une mauvaise idée. Encore moins dans une licence comme Tomodachi Life dont la personnalisation a toujours été un petit peu au cœur de l'expérience. Mais je pense que c'est impossible d'éviter l'évidente impasse sur le hardware, sur la forme qu'a la Switch. Créer et dessiner dans ce jeu, c'est très demandant par rapport à quel point on te le demande. Déjà, c'est demandant en termes de ressources créatives. C'est difficile d'imposer à quelqu'un de créer son propre jeu. Mais en plus de ça, il y a une vraie demande en termes de technicité. Déjà, il est évident que le dessin à la manette, c'est aussi inefficace que désagréable. Même s'il le permet, le jeu n'attend pas que vous dessiniez à la manette. Donc dessiner, c'est une fonctionnalité qui est exclusive quasiment au portable. Elle est faite pour la Switch en version portable. Mais sauf que même là, on parle d'une console qui n'a pas de stylet. C'est complètement ridicule. Le jeu a beau essayer de rajouter des fonctionnalités de template, de tampons, d'outils de texte, mais c'est mettre des pansements sur une idée qui est selon moi fondamentalement mauvaise. La Switch n'est pas fait pour accueillir ce genre de mécanique de personnalisation par le dessin. Autant pour des gens qui ne sont pas habitués à créer que pour des créatifs comme moi qui peuvent se sentir très vite
oppressés par le hardware. Évidemment, je sais et j'ai vu que des gens ont réussi à appréhender cet outil et prendre du plaisir dessus, mais je ne crois pas que la grande majorité des gens y trouvera son compte. Et justement, Gigi me demande de dessiner un item et vous savez que je peux rien lui refuser. Donc voici mon affreux gâteau à la Gige, que je vous conseille évidemment pas. J'insiste sur ce point. Des rapports de l'OMS qui ont été très formels, le gâteau à la Gige est très mauvais pour la santé. Il est vendu par Nestlé. À table. Bon, au moins il plaît à la principale intéressée. Moi, la nouveauté qui m'enthousiasme le plus par rapport au précédent jeu, c'est tout bête. Les Mii sont beaucoup plus dehors. Et ça me manquait beaucoup dans le précédent jeu. J'ai un Mii qui s'appelle Anne, que j'ai créé en 2021. C'est une grande fille bien aimable, un peu timide, qui adore aller vite. On la surnomme Anne Vite. C'est un personnage qui est entièrement basé autour de la vitesse. Sauf que sur 3DS, c'est un trait de caractère qui était difficile à exprimer tant les Mii sont statiques et où leurs mouvements sont limités à des endroits très précis. Et j'étais particulièrement heureuse après avoir donné le DVD de jogging à Anne. Enfin, je peux la voir courir à travers toute l'île, gambader gaiement, autant qu'elle le veut, à la force de ses jambes, prête à découvrir de nouvelles aventures. Ses yeux débordent de gentillesse. Elle s'appelle Nour. Même son nom est une caresse pour les oreilles. Alors, c'est ça l'amour. Je voudrais sortir avec Nour et vivre heureuse avec elle. Si tu n'étais pas un sujet d'étude pour lequel je n'ai aucun attachement, je te ferais un énorme câlin. De la même manière que les Arphaisa, j'ai essayé de construire un autre Mii basé sur des éléments inédits, là en l'occurrence beaucoup plus avec de la barbe, un Mii qui ne pourrait exister que dans ce jeu, et voici Juju Gandoriel. Il y a une inspiration évidente des elfes du Seigneur des Anneaux, ceux du Troisième Âge, avec toute leur mélancolie et leur visage apathique, qui semblent détachés des préoccupations humaines, qui ne pensent qu'aux choses de la nature, du temps et des arts. Puisses-tu, Juju Gandoriel, reconnecter avec cette gaieté que les Noldor t'ont volée en partant en Valinor sans se retourner. Regardez, Gigi est en train de faire une conférence générale pour dire que Virtual Boy c'est génial pour écrire des fanfics slow burn. Quelle merveilleuse machine. Fais le ménage dans ma tête. Si Gandoriel y pense, c'est bien que le Virtual Boy est une chose de la nature, du temps et des arts. J'ai organisé une rencontre entre Bien Garni et Gandoriel qui s'est hyper bien passée. Ils ont immédiatement abordé les grandes questions de la vie comme le meilleur moyen d'être heureux. C'est rigolo parce que c'est une relation qui a beaucoup de sens, je trouve, entre un être éthéré proche de la nature et un bonhomme tranquille et sensible. Ça marche. Ils ont scellé leur amitié autour d'une discussion autour de l'écoulement de l'eau. J'adore le concept d'écoulement de l'eau. Je trouve que ça rassemble des idées comme la vie, les formes, le cycle des choses, le temps qui passe, le son des gouttes, les jeux, les éclaboussures. L'écoulement de l'eau, c'est toute chose de son aspect le plus grand et plus petit. Bon, Gigi fait une autre conférence sur le Virtual Boy, ça commence à ressembler à du lobbyisme. Nour et Mauricio se sont retrouvés pour discuter sur un banc. Anne court à travers toute la ville. Gigi attend son repas. Anne pense à Nour. On dirait que je ne pense qu'à Nour en ce moment. On est tous avec toi, ma grande. Si on devait vivre ensemble tous les deux, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse tous les jours? Chanter du Vocaloid. Les grands esprits se rencontrent. On devrait emménager ensemble. Je suis trop contente que Nour et Mauricio soient devenus meilleurs amis. C'est vraiment des acolytes dans tous les univers, c'est génial. Et même je suis trop contente qu'ils aient créé une coloc autour du Vocaloid, c'est idéal pour les deux. Allez, pour fêter ça, tous ensemble, on chante Fukireta. Bonsoir, Nour. Ah. Ça te dirait de parler des différentes manières de chanter du Vocaloid? Alors dis-moi, avec qui aimerais-tu chanter du Vocaloid? Les Arphaisa? Avec toi. Enfin, si tu veux bien. Eh bien je nous réserve une séance pour qu'on puisse chanter du Vocaloid toutes les deux plus vite. C'est une piste intéressante en termes de caractérisation. Pour se faire des amis autour du Vocaloid, les Arphaisa doit être une fille au moins un peu bizarre, qui traîne sur internet, qui chante en japonais, la langue des weebs. C'est loin d'être une info neutre. D'ailleurs, je lui ai donné ce masque de Triceratops et c'est le premier vêtement qu'elle a adoré. J'ai pas encore tout à fait saisi sa personnalité, mais une chose est sûre, les Arphaisa est un lézard. Je trouve qu'on s'entend pas trop mal. Bien Garni et moi, qu'est-ce que tu en dis? Tu penses que notre amitié est solide? Évidemment, Gandoriel. Qu'est-ce que c'est que cette question? Je sais que t'es pas habitué aux choses humaines, mais évidemment que ton amitié est solide. Toi et Bien Garni, vous avez l'air de vous comprendre. Franchement, Bien Garni, il vient la nuit dans ta cabane pour traîner avec toi et parler de ta plume de merde. Autant dire que c'est sûr qu'il est au moins un peu... intéressé. Je veux sortir avec le bon Gandoriel. Très vite après cette histoire, Bien Garni et Gandoriel ont décidé de faire une coloc ensemble pour... Écrire des alexandrins. Et c'est une coloc qui se passe super bien. Je n'aurais jamais acheté ça, mais c'était bien bon. Tralalala. J'habite enfin avec quelqu'un avec qui je peux écrire des alexandrins.
Je ne sais pas pourquoi, mais ces derniers temps, je n'arrête pas de penser à Bien Garni. Je suis amoureux de Bien Garni et je veux le crier sur tous les toits. Si seulement il pouvait accepter de sortir avec moi. J'aime le bon Gandoriel à la folie. Mais mon cher bien garni, n'es-tu pas en train de vivre ta propre fanfic Slowburn? Par contre, Grandoriel, il a vraiment une voix de merde, faut que je règle ça très vite. Avec toutes ces histoires, j'ai dû revoir le plan de l'île et entamer mon premier chantier. Pour être honnête, mon idéal aurait été que l'île adopte une forme un peu naturellement. Genre que, en plaçant des bâtiments les uns après les autres, je me retrouve avec une forme qu'il me suffirait de peaufiner sans trop avoir à planifier à aucun moment. Sauf que le pattern de base de l'île, il est très beau, je l'aime beaucoup, mais il montre quand même très vite ses limites dès qu'on commence à avoir 6 ou 7 maisons. J'ai donc dû me frotter à l'outil de terraformation. Là non plus, c'est pas le truc le plus pratique du monde. Ça manque de beaucoup d'éléments de qualité de vie, de praticité. Par exemple, le fait qu'un bouton peut changer radicalement d'utilité selon le sous-menu qui est utilisé, les items qui s'enlèvent pas systématiquement, le dézoom qui est un peu trop léger. C'est fonctionnel, évidemment, mais c'est quand même un minimum syndical. Et je sais qu'il va falloir un bon moment de prise en main avant de vraiment m'amuser dessus. D'ici là, j'ai fait cette île dont je suis pas vraiment satisfaite à 100%. J'ai eu beaucoup de mal à placer mes magasins de manière esthétique. Je les ai tous mis à droite et ça fait une muraille un peu oppressante, mais à côté de ça, j'ai quand même eu, je trouve, quelques idées intéressantes. Le petit square là, le quai en hommage à l'île sur 3DS, la forêt avec la maison de Bien Garni et Gandoriel, c'est plutôt cool, mais je me prévois de refaire mieux plus tard. Pour ouvrir cette porte, il faut la pousser. Oh, Bon, la colloque de Nour et Mauricio se passe bien. Waouh, ça fouette. Nour m'a demandé des vêtements de personnes intelligentes et je suis un peu embêté parce que la seule chose que j'ai, c'est cette tenue de détective. Donc bon, à partir de maintenant, Madame est détective. Comme dans ses visual novels préférés, j'imagine, elle va pouvoir résoudre des mystères, trouver des indices, interroger des passants comme Anne. Bonjour, Anne. Ça te dirait de parler des différentes manières de boire du café? Oh que oui. Jour et nuit, je ne pense qu'à boire du café. À ce stade, je pense qu'on peut dire que c'est une obsession. Bien joué, détective Nour. Vous ne le savez pas encore, mais vous venez peut-être de trouver le premier indice qui vous permettra de remonter la piste mystérieuse de l'amour. Nom d'une pipe en bois? Bon, ça m'embête parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Gigi. Elle est devenue méga amie avec Lézard Faiza, notamment quand elle lui a offert des sashimi au gâteau à la gige. C'était la spécialité de mes parents. Pour la petite anecdote, les sashimi à la gige, à la base, c'est pas du tout une recette japonaise. Ça a été inventé en Californie par les Occidentaux. Et d'ailleurs, la sauce soja sucrée, c'est Ça pas... te dirait de parler des différentes manières de cracher du feu par la bouche? Oh que oui. Cracher du feu par la bouche, c'est ma grande passion. Là aussi, c'est quand même une amitié logique. Si Gigi est un dragon, alors Faiza est un kaiju. Toutes les deux crachent du feu. Il y a un lien d'âme. J'ai ajouté un mi qui s'appelle OK Kong et qui est littéralement Donkey Kong. Et je l'ai fait rencontrer Faiza parce que je me suis dit que King Kong et Godzilla, ça pouvait faire bon ménage. Personnellement, c'est mes deux maîtres spirituels. Mais justement, King Kong, c'est peut-être un peu trop violent et ça correspond pas du tout à Lézard Faiza. Il est trop tôt, ok Kong. J'ai la tête qui tourne. Wow. Mauvaise ambiance. Mais ouais, définitivement, la caractérisation de Lézard Faiza ne peut pas ne pas passer par un rejet de la violence. Elle m'a demandé ce que j'aimais faire avec les gens, et moi, personnellement, ce que j'aime faire avec les gens, c'est co-gamberger. Un peu de discussion, un peu de réflexion, un peu d'observation. C'est tout ça en même temps, et bien plus encore. C'est la co-gamberge. On devrait essayer de faire ça ensemble, à l'occasion. Avec plaisir, Lézard Faiza. Et j'ai remarqué qu'elle danse beaucoup. Je lui ai offert un CD de dance music et elle a commencé à choper un aspect musicos un peu sympa Il faut plusieurs écoutes pour tout bien comprendre. qui peut se relier directement à la discussion qu'elle a eue sur les vocaloïdes avec Nour tout à l'heure. Ah, c'est hyper intéressant parce que, après tout ça, à défaut d'avoir une personnalité très précise et identifiable, Lézard Faiza se garnit petit à petit de références et d'intérêts. C'est une fille timide, fan du Japon, de musique, de danse. Ça correspond à aucun cliché archétypal, social, clair, mais ça commence à ressembler à un profil cohérent, presque même réaliste. Reste ce lien avec Godzilla et les kaiju qui continuent d'être de plus en plus opposés à tous les traits qui composent Faiza. Elle est non violente, elle est cracheuse de bulles, elle est fan de jolis sons. Ça semble être une opposition presque volontaire. Pourquoi n'es-tu pas un kaiju, fille de Godzilla? Que cherches-tu à échapper? Je t'ai déjà dit que j'adorais ta voix. Qu'est-ce que tu racontes? Faiza, c'est moi qui adore ta voix. Je pourrais l'entendre toute la journée sans me lasser. Allons Gigi, tu as une voix inoubliable. C'est ta voix qui peut captiver les foules, pas la mienne.
Tu es peu garni, mais j'aime cette partie glabre de toi. Minute, papillon. Mauricio, mais tu as 20 ans de moins que bien garni, c'est insensé. Minute, papillon. Zineb, mais je t'ai même pas présenté, personne s'est quitté. Franchement, vous deux, vous pensez vraiment que vous avez vos chances? Qui parmi vous a discuté des heures avec bien garni? Qui parmi vous pourrait comprendre la psyché d'un homme qui a dépassé l'âge canonique de 50 ans, si ce n'est un elfe immortel? Qui parmi vous a pris assez de temps de réfléchir à l'art, le temps et la nature? Mon bandeau, j'adorerais sortir avec toi. Ils sont trop mignons. Pour leur premier rendez-vous, ils sont allés derrière le restaurant, voir à deux le fameux écoulement de l'eau. Le cher bien garni et moi sommes en couple. Je suis tellement heureux d'avoir osé lui faire ma déclaration d'amour. Je suis heureuse aussi. Je viens de voir un être aux émotions immuables retrouver goût en l'attachement grâce à un petit monsieur dégarni. Comment est-ce que je pourrais ne pas développer un attachement émotionnel avec ces simples sujets d'expérience? Voilà le bref résumé de mes premiers jours de jeu. Je peux difficilement exprimer le bonheur et le soulagement que j'ai de enfin pouvoir jouer à Tomodachi Life. J'y pense tout le temps et en plus je peux voir l'engouement général de la part des gens. Le jeu il a été en rupture de stock un peu partout en France et tous les réseaux ont été envahis de Tomodachi Life, c'est juste un pur bonheur. Et avec, je me suis beaucoup intéressé à ce que les gens ont pensé du jeu. Pas mal d'entre vous, mes spectateurs, m'ont notifié qu'ils avaient fait des îles avec leurs océmies et que ça avait transformé leur expérience vers le mieux et ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à me le dire dans ce sens-là, mais si ça a transformé votre expérience en mal de faire des OC, je serais très intéressé de le savoir, n'hésitez pas à le dire. Pour ce jeu, ce qui m'a le plus impressionné au global, c'est toute la dynamique et la boucle de gameplay qui est hyper différente du jeu 3DS. Je trouve que c'est hyper important parce que le passage de console portable à console de salon, il modifie quand même en profondeur la façon d'être joué. Et à ce titre, c'était vraiment pas une suite facile. Dans les opus précédents, cette boucle de gameplay, elle était clairement faite pour être jouée 10 minutes par-ci par-là dans la journée, parce que la 3DS était une console portable. Sauf que là, on est sur une console hybride qui se joue beaucoup en mode salon. On se pose, on est là pour jouer longtemps, et ça a dû être très difficile de conjuguer un core design d'un jeu portable sur un jeu sédentaire. C'est très casse-gueule, mais je crois que pour beaucoup de gens, ça a fait ressortir le reproche majeur qu'on faisait à la licence et qu'on faisait déjà sur 3DS, c'est que sur une session, on s'ennuie vite. Une session de jeu de Tomodachi Life, ça tourne vite en rond parce que c'est conçu pour ne durer qu'un petit temps. Quand même, sur ce nouveau jeu, j'ai l'impression que la lassitude, elle arrive beaucoup moins vite que sur 3DS. Sur 3DS, ça tournait autour de 10 minutes, là où moi j'ai l'impression d'être lassé au bout de 30 ou 40. Mais en fait, peu importe, parce que je crois que même si c'est plus long, c'est un ratio qui est toujours négatif par rapport à l'attente qu'on pourrait avoir d'une session de jeu sur une console de salon. Ça se conjugue encore moins avec la tendance moderne qu'ont les gens à jouer 50 heures à un jeu pendant 2 semaines avant de complètement l'abandonner. Je mets pas du tout de jugement de valeur sur cette manière d'aborder le jeu vidéo, mais c'est quand même une manière de faire qui se lie difficilement avec une licence comme Tomodachi Life qui est faite pour être jouée sur plusieurs mois. Et c'est très important à prendre en compte dans le rapport que vous avez avec le jeu. Est-ce que vous le jouez de la manière dont il a été prévu? Bref, à bien des égards, c'est une suite qui était pas du tout évidente. Quand je dis tout ça, je cherche pas forcément à défendre le jeu sur ses défauts ou illégitimer les critiques. Je pense juste que c'est pas très honnête d'avoir déjà un avis sur un jeu qui est fait pour durer plusieurs mois. Même si, soyons sincères, je ne pense pas que le jeu dans son état actuel sera jouable de manière très confortable sur une année entière. Néanmoins, moi je me régale en fait. Tous les défauts, ils sont occultés par le plaisir que j'ai à voir mes bonhommes dans une nouvelle itération de Tomodachi Life et il va falloir sûrement plusieurs mois avant que je redescende de mon nuage et que je me mette à réfléchir le jeu en profondeur avec un minimum d'objectivité. J'ai pu voir sur les réseaux sociaux beaucoup de négatifs avec lesquels je suis pas d'accord, qui sont pour moi des faux problèmes, mais mon avis évoluera forcément dans le futur. Pour le moment, je me garde de faire une réelle critique à chaud, qu'elle soit positive ou négative. Mais j'ai quand même quelques idées pour une vidéo d'analyse comparative entre Animal Crossing New Horizons et ce Tomodachi Life. Les deux, ils ont eu beaucoup de problèmes très similaires à résoudre. Parfois, ils l'ont fait de la même façon, parfois en allant complètement à l'opposé, et je pense que ça peut être méga intéressant à comparer. Pour finir, le jeu est sorti depuis environ 2 semaines au moment où je tourne, et il y a la question des mises à jour qui n'ont pas du tout été annoncées. C'est pas la première fois que je vois un jeu Nintendo où je trouve qu'il y a des manquements de contenu, où je vois un jeu qui appelle à l'aide pour des mises à jour de contenu additionnel. C'est-à-dire qu'on a un jeu qui a une structure que je trouve top, très bien gérée, beaucoup d'outils et de mécaniques qui fonctionnent, mais qui souffrent non pas d'un problème de qualité, mais de quantité. Et ce problème de quantité d'ailleurs, je le retrouve quasiment que chez Nintendo, pas chez d'autres éditeurs. Et ce serait intéressant d'essayer de comprendre pourquoi ça arrive si souvent. En y réfléchissant, ça pourrait être pardonnable qu'un jeu sorte avec ce genre de manquement. Dans le cas où on aurait prévu des mises à jour et des additions de contenu qui permettraient de le densifier petit à petit. Il faudrait que ce soit une stratégie réfléchie en amont dans le cycle de vie du jeu. Et dans le cas de Tomodachi Life, ça fonctionnait très bien avec un jeu qui est prévu pour être joué régulièrement pendant plusieurs mois. Sauf que, j'ai l'impression d'avoir tort d'attendre ça. Ce type de mises à jour sont pas ou plus du
du tout la norme chez Nintendo. On a pu le voir quand Animal Crossing New Horizons est sorti, il est sorti incomplet et il a fallu attendre des mois voire des années avant d'avoir un produit que je considérerais réellement fini. Et à côté, on est 10 mois après la sortie de Mario Kart World et dans ce cas-là, on n'a toujours rien, pas une seule annonce du moindre contenu additionnel, alors que j'ai beau adorer Mario Kart World, je trouve que c'est un jeu foncièrement troué, auquel il manque des choses qui seraient très faciles à rajouter en mise à jour. Donc même si j'espère des mises à jour pour Tomodachi Life, rien n'est moins sûr en réalité. Et dans le cas où on n'en aurait pas, je considérais que ce jeu, aussi réussi soit-il dans la majorité de ses mécaniques, est effectivement incomplet. Il pourrait très vite perdre énormément de points sur sa note globale juste à cause de ça. Pour moi, Tomodachi Life est un jeu qui a besoin de contenu à une toute petite échelle. Un jeu qui a besoin de beaucoup de vêtements, de beaucoup d'objets, de beaucoup de situations. Ça fait partie de sa promesse. Et dans sa version vanilla, je crois pas qu'il la respecte. Bref, on verra tout ça plus tard. Comme j'ai dit, on va pas réagir à chaud pour le moment. J'espère que ce premier rapport aura été à la hauteur. Ça a été très difficile de construire une vidéo digeste, de faire ce travail d'adaptation assez technique pour passer de la narration très éparse du jeu à la narration beaucoup plus linéaire qu'on attendrait d'une vidéo. Donc n'hésitez pas à me faire des retours, il faut vraiment que je travaille pour trouver la formule idéale. J'ai passé beaucoup des petites histoires qui me sont arrivées dans ces prochains jours sous silence pour rendre le tout un petit peu compréhensible. C'est vraiment qu'un résumé de tout ce qui m'est arrivé et vous vous doutez que depuis il m'est arrivé plein d'autres trucs assez chouettes. On aura l'occasion d'aborder plein d'autres personnages dans de potentiels futurs épisodes, donc on verra la prochaine fois. Je finirai par un remerciement pour les quelques fanarts d'Emmy que j'ai reçus ces dernières semaines, par Cartaz, Ariane, Karou. Je peux difficilement vous remercier à la hauteur d'à quel point ça me touche que vous dessiniez mes bonhommes. C'est génial que des gens puissent s'approprier mes personnages, sachez qu'ils sont faits pour ça. Donc vraiment merci à vous. Voilà, merci aux gens qui juste regardent ou commentent. À bientôt.